Un grand merci de vous être levé tôt pour cette première conférence, enfin cette première table ronde, parce qu'il y en avait déjà une ce matin, de la journée. Je suis ravie avec Thibaut d'être votre animatrice pour cette table ronde. On va bien sûr introduire et présenter nos 4 intervenants qui nous font le plaisir d'être là ce matin. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler quelques chiffres autour de l'autoproduction. Alors il faut que je prenne ma petite zapette. Hop. Et voilà. On peut parler longtemps de l'autoproduction. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent, qui ne sont pas tous raccords. Je vous propose d'en retenir 2 pour démarrer. La première, c'est 7%. En 2019, la facture énergétique représentait 7% du chiffre d'affaires des entreprises industrielles. 3 ans plus tard, en 2022, c'est 2 fois plus. On est à 15%. Donc forcément, on voit hausse des coûts. On va aussi être drivé donc, par une hausse des prix, une hausse des besoins. Et pour compliquer un peu cette équation qui est déjà ardu, on rajoute une notion de durabilité d'énergie, du carbone. Quand on met ces 3 facteurs de hausse des besoins, de hausse des prix et de durabilité, on voit l'autoproduction comme une des solutions qui peut s'imposer. Cette autoproduction, on a mené chez Wavestone une étude qui a 8 mois aujourd'hui. 35% des industriels avaient à l'étude ou avaient déjà implémenté une telle solution. 20% avec une ambition de revente de cette énergie. Alors, devenir autoproducteur permet de devenir énergéticien et de mieux maîtriser sa chaîne de valeur. C'est aussi maîtriser ses risques. L'autoproduction en est une des manières de maîtriser les risques d'approvisionnement. On vous en donne rapidement 3 autres. La première, c'est de sécuriser son approvisionnement long terme. Comment est-ce qu'avec une panoplie de contrats qui voient le jour, dont le PPA, je peux à long terme, avec une notion durable, sécuriser mon approvisionnement. Deuxième manière, c'est l'optimisation de la consommation énergétique. On parle du combien, avec des notions de sobriété et d'efficacité. Alors la différence entre les deux est ténue, mais je me risque à vous l'expliquer. Efficacité, j'atteins le même résultat, mais j'ai moins consommé. C'est mon ampoule à filament que je remplace par une ampoule LED. Sobriété, j'accepte une diminution du résultat pour moins consommer. C'est d'éteindre la lumière quand mes collaborateurs ne sont pas là. On peut aussi, quand on parle d'optimisation de sa consommation, parler du quand, avec des notions de flexibilité pour consommer lorsque le réseau est moins saturé. Troisième possibilité, qui est souvent couplée à l'autoproduction, c'est l'utilisation de nouveaux vecteurs énergétiques. L'hydrogène, qui timidement arrive, mais qui arrive, la biomasse, le biogaz, et puis aussi des nouvelles énergies, enfin SMR, chaleur fatale, cogénération de chaleur éventuellement. J'arrive à l'autoproduction. Et je vais laisser Thibaut Gaillet approfondir du coup ce point-là. Merci Hortense. Donc effectivement, on va recentrer cette table ronde sur l'autoproduction, c'est ça que vous êtes venus voir aujourd'hui. De notre point de vue, l'autoproduction, c'est un levier, c'est un moyen de reprendre en main sa chaîne de valeur énergie et d'intervenir directement sur la maîtrise de son énergie. Trois principales opportunités offertes par l'autoproduction ou l'autoconsommation que vont nous exposer nos intervenants juste après. Le premier, c'est la possibilité d'utiliser, de valoriser des coproduits ou des déchets, en tout cas des matières premières qui sont produites par nos procédés industriels qui sont à disposition mais qui ne sont pas valorisés aujourd'hui, pour en tirer un revenu et faire de l'énergie. Le deuxième point, c'est de valoriser du foncier non exploité ou du foncier bâti, mais qui peut être valorisé en y installant par exemple des panneaux solaires. Et le troisième volet, la troisième opportunité, c'est produire son énergie, donc maîtriser davantage ses coûts dans un contexte d'augmentation des prix, notamment l'électricité. Et donc pour en débattre aujourd'hui, nous recevons 4 intervenants que je vais présenter rapidement. Donc David Lolo. David, vous êtes chargé d'études économistes à la Fabrique de l'Industrie. Vous avez mené récemment une étude justement sur la décarbonation et la compétitivité de l'industrie, notamment qui parle un peu de l'autoproduction, vous allez nous en parler aujourd'hui. Éric Vialatou, vous êtes président de Lofoten, une société industrielle de production, de transformation du bois. Vous avez mené un projet d'autoproduction sur un de vos sites industriels et vous pourrez notamment vous faire ce petit retour d'expérience et parler de vos autres projets là-dessus. Emmanuel Morose, vous avez dirigé la filiale SNCF Énergie en 2012 et maintenant vous avez fondé, vous dirigez SNCF Renouvelable depuis récemment. Et vous portez vos propres projets, alors qu'ils sont au début. Vous allez nous en dire un peu plus. Et Thierry Dutillois, vous êtes directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes du groupe Total Énergie. Et vous intervenez donc, vous êtes en charge d'animer les projets de transition énergétique dans la région, en lien étroit avec Total Énergie Renouvelable. Et vous nous présenterez les activités du groupe sur l'autoproduction. Voilà. On vous laisse la parole. Enfin,
On va démarrer la table ronde donc. Merci Thibaut. On va du coup laisser la parole à nos intervenants. Tout le monde n'attend que ça. Je me tourne vers vous, David, en premier. Vous êtes économiste. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelques éléments de contexte ? Je pense que votre micro va s'allumer tout seul quand vous allez parler. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelques éléments de contexte ? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, l'autoproduction ? Est-ce que le marché est mature ? Et peut-être nous donner quelques exemples. Très bien. Merci à tous. Vous m'entendez ? C'est bon. D'abord, merci pour l'invitation. Alors, quand on parle d'autoproduction d'énergie, on pense naturellement aux panneaux photovoltaïques installés sur le toit des installations, sur les parkings. Et bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir, mais il faut effectivement replacer l'autoproduction dans un contexte, dans un cadre plus large et plus historique, qui est celui de la valorisation de l'énergie dans l'industrie. Et ce créneau-là, de ce point de vue-là, sur celui de la valorisation de l'énergie, en réalité, il n'est pas nouveau. Et je pense à au moins 2 grands secteurs de l'industrie lourde qui endossent déjà la casquette d'énergéticien depuis maintenant plusieurs décennies. C'est la sidérurgie et le raffinage de pétrole qui valorisent depuis plusieurs années, plusieurs décennies leur gaz de procédé pour leurs vertus énergétiques. Donc ils peuvent les valoriser pour alimenter en chaleur leurs propres installations, si bien que par exemple aujourd'hui, les dernières coqueries dans les sites sidérurgiques sont quasiment autonomes en énergie, mais ils peuvent aussi valoriser leur gaz de procédé pour générer de l'électricité. Et il faut savoir que chaque année, c'est environ entre 25 et 30% des gaz industriels qui sont réinjectés dans une centrale thermique pour produire de l'électricité. Et si vous allez à Dunkerque, vous avez la première centrale thermique au monde qui brûle à la fois du gaz naturel et des gaz sidérurgiques pour générer de l'électricité. Et par ailleurs, l'électricité produite, elle permet de couvrir 90% des besoins électriques d'ArcelorMittal à Dunkerque. Mais voilà, le seul bémol dans cette autoproduction historique, c'est que les gaz industriels sont par nature des énergies carbonées. Et aujourd'hui, on est au salon des technologies bas carbone. Voilà, cette autoproduction n'a pas vocation à perdurer sur le long terme, ce qui est naturellement pas le cas du photovoltaïque. On aura l'occasion d'y revenir. Merci David. Alors on a parlé de crise énergétique qui a pu être un impulseur de projet. Emmanuel, vous à la SNCF, est-ce que ça a été le cas ? Est-ce que la création des SNCF renouvelables est liée à cette crise énergétique ? Et du coup, quelle ambition est-ce que vous avez donnée à cette entité ? Alors bonjour à tous. Je vais essayer de répondre à votre question. Je vais d'abord remettre un peu les choses, le contexte dans lequel on a lancé Renouvelable. Donc la SNCF, vous connaissez tous la partie ferroviaire, transport de marchandises, de voyageurs. On raisonne au niveau du groupe, donc on rajoute Géodis, qui fait de la logistique internationale, de la supply chain, et on rajoute Keolis, qui fait de la mobilité urbaine. Donc on parle vraiment de cet ensemble-là, en termes de consommation d'énergie et notamment de décarbonation. L'ambition de SNCF, c'est de devenir ce qu'on appelle un leader de la mobilité durable. Donc durable, globalement, c'est décarboner tout ce qu'on fait. Et pour décarboner tout ce qu'on fait, on se dit qu'on va certainement devoir électrifier pas mal de nos procédés, de nos activités. Aujourd'hui, on est déjà un gros consommateur d'électricité. On consomme 8 TWh d'électricité en France par an. Je ne parle pas de ce qu'on fait ailleurs, à l'étranger, etc. Et donc, effectivement, on est hyper exposé à plein de choses. On est exposé aux fluctuations du prix de l'énergie, de l'électricité notamment, comme on l'a tous connu, je pense, il y a 2-3 ans. On est exposé à des fluctuations sur le carbone, on est exposé à plein de trucs. Donc notre idée, c'est en fait on va pas devenir indépendant, mais de remonter en la chaîne de valeur et de maîtriser un peu plus notre avenir en ayant la main sur davantage de leviers que d'aller sur les marchés, d'acheter l'électricité au moment où on en a besoin au prix qui va s'afficher et de prendre des factures où on a le mégawattheure qui passe de 60 à 1000 et qui redescend à 90, etc. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte dans lequel on s'est situé. Et de là, les 2 inputs qu'il faut prendre en compte chez nous, c'est, je l'ai dit, une grosse consommation d'énergie, d'électricité notamment. Et de l'autre côté, on est un énorme propriétaire foncier immobilier. A priori, on nous dit qu'on est le 2e derrière l'État. On a 110 000 hectares de terrain, on a 13 millions de mètres carrés d'immobilier. Donc, et ça a été dit en introduction, a priori, on n'est pas plus bête que les autres. On se dit qu'on doit être capable de poser des centrales ou autre chose sur ce patrimoine pour produire de l'électricité et subvenir en partie à nos besoins. Voilà.
Puis à côté de ça, on rajoute la dernière brique, on est plutôt une boîte d'ingénieurs, donc a priori, on est capable de concevoir un minimum des moyens de production. Et donc c'est tout cet écosystème-là qui nous a conduit à nous dire, on va essayer de reprendre un peu d'indépendance par rapport au marché, par rapport à plein de choses. On sait que nos besoins en électricité vont augmenter, donc voyons comment on peut produire par nous-mêmes une partie de nos besoins. Et donc c'est SNCF Renouvelable qui est sorti en fin 2023. Et aujourd'hui, l'ambition, c'est plus une contribution donc, à la décarbonation, c'est de produire au maximum des électrons décarbonés avec tout ce qu'on peut sur notre patrimoine, nos technicentres, nos voies, nos parkings, nos terrains délaissés, etc. Je ne vais pas vous donner de chiffres parce que, on avance comme on peut. Mais aujourd'hui, quand on fait des estimations, on se dit qu'à l'horizon 10 ans, on devrait pouvoir couvrir, on espère couvrir 20% de nos besoins. Voilà. Et puis après, on a d'autres sujets, mais on viendra plus tard, qui permettent d'avoir des ambitions un peu plus élevées. Merci Emmanuel. Alors, je vais me tourner vers vous, Eric, parce que vous êtes devenu autoproducteur avant cette fameuse crise énergétique. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui a motivé chez vous de devenir autoproducteur et quels ont été les résultats aujourd'hui? Combien est-ce que vous produisez et éventuellement quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans ce parcours-là? Alors, nous, on est une entreprise, on est dans le secteur du bois. On fabrique des maisons ossature bois, on fait de l'agencement, on est dans l'ouest lyonnais, donc on est un peu le local de l'équipe. Donc on avait une première expérience qui s'était soldée par un échec sur un ancien bâtiment, sur un premier site, où on avait buté sur un problème assurantiel. Donc on avait fait un avant-projet assez sommaire pour mettre une centrale sur un vieux bâtiment et ça n'avait pas fonctionné. Et il y a 3 ans, on a sorti un nouveau bâtiment. Et là, du coup, on a réactivé cette idée de la centrale photovoltaïque. Et là, on partait d'une feuille blanche, donc pas de problème de conception, de surcharge sur la toiture, parce que le bâtiment, forcément, c'était facile de le concevoir pour supporter ça. On a fait faire, donc on s'est entouré de gens compétents, on a pris un bureau d'études, et on a fait faire une étude avant-projet qui a très rapidement identifié qu'on pouvait produire 50% de nos besoins en électricité. Ce qui est énorme pour nous. On a des grosses machines. Alors, pour nous, l'intérêt premier, c'est qu'on est complètement synchro, c'est-à-dire que les machines tournent la journée quand la centrale produit. Donc là, c'est le cas idéal. Donc on est dans un système d'autoconsommation avec revente de surplus. Le surplus, c'est les week-ends et les vacances. Et on autoconsomme en gros 50%. Donc ça, c'était il y a en gros 3-4 ans, lancement du projet. Et les choses ont évolué assez rapidement, puisque quand le site est sorti de terre, le mégawattheure s'est complètement envolé. Donc on est passé d'un retour sur investissement théorique début de projet de 10 ans, on est passé à moins de 4 ans. Donc si on parle de chiffres, nous aujourd'hui, la centrale, on a en gros 1000 m² de panneaux. On a une centrale de 170 kW crête. Et sur les 12 mois, les derniers 12 mois où on a un bilan complet, on a gagné 30 000 € en autoconsommation, 10 000 € en revente. Donc 40 000 € pour un coût total de la centrale d'environ 150 000 €. Donc on voit qu'on est sur un retour sur investissement qui est diabolique. On est sur du moins de 4 ans. Donc voilà, ça c'est du vécu. Alors forcément, par rapport à la deuxième question, ça donne des idées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est parti sur ce type de dynamique, c'est facile, on a un réseau, et c'est facile, pardon, gros chat dans la gorge, c'est facile d'aller vers d'autres projets. Et est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés du coup dans ce projet-là? Alors, dans le premier projet, on a rencontré, paradoxalement, on n'a eu aucune difficulté technique. On était super bien entourés, mais vraiment zéro difficulté technique, c'est super bien passé, complètement transparent par rapport au déroulé du chantier. La difficulté qu'on a eue, c'était le raccordement. C'est-à-dire que c'est une difficulté, entre guillemets, administrative. Donc on a eu un temps très frustrant, on a eu un temps très très long pour être raccordé. Voilà. Très bien, merci pour ce premier panorama. Donc, on a eu finalement la vision de deux industriels sur des démarches, sur des activités différentes.
Ce qui peut nous intéresser maintenant, c'est de voir le cas d'un acteur qui est déjà énergéticien, aussi industriel, de comprendre avec vous, Thierry, comment Total Energy finalement s'est investi sur ce secteur de l'autoproduction et comment, avec quelle approche. Bonjour, bonjour à tout le monde. Nous sommes dans notre transformation, dans notre ambition climat. Fin 2003, nous avons été identifiés comme leader du développement du photovoltaïque dans le monde avec plus de 40 gigawatts en portefeuille, le deuxième étant à 18, et déjà avec 12 gigawatts installés et qui produisent. Si on revient récemment, en mars dernier, on a passé les 1,1 gigawatt de contrats d'électricité renouvelable avec plus de 600 clients dans le monde, avec de l'autoconsommation sur leur site, comme ça a été décrit juste à l'instant, ou également en injection. Et on a déjà 1,1 gigawatt sur ces 1,5 qui sont mis en service et les autres arrivent sur 2024. Par rapport à l'exemple qui a été donné là, qui est auto-réalisé quelque part, eh bien, on vient dans un modèle de tiers investissement. Tiers investissement, c'est quoi? Finalement, on aurait pu, pour votre compte, réaliser cela, c'est-à-dire c'est concevoir en fonction de vos besoins, développer. Vous avez parlé d'assurance, mais tous les sujets d'autorisation, de permitting. Et puis, dans le tiers investissement, c'est financer. C'est amener les CAPEX que vous avez amenés dans votre installation. Et puis, c'est construire. Et c'est exploiter et maintenir et assurer la performance de ces installations photovoltaïques sur des bâtiments, sur des ombrières, sur des terres type-friches. Voire aujourd'hui, on fait ça en Belgique pour Holcim sur d'anciennes carrières en eau, donc du PV flottant. Et donc, on va assurer ces solutions-là pour le compte de nos clients dans leurs ambitions, effectivement, vous le disiez, de valorisation de leur foncier, bâti ou non, et avec des enjeux d'autoconsommation, en approchant toujours ce que vous disiez, votre besoin de consommation d'électricité par votre activité et la production d'une centrale et donc l'optimisation. Et donc on fait ça aujourd'hui dans le monde entier, là où nous sommes présents sur plus de 30 pays et sur des secteurs très divers comme l'agroalimentaire, le manufacturing, l'industrie automobile, la cimenterie, vous en parliez tout à l'heure, l'extraction minière. Voilà. Et donc, in fine, en tant qu'énergéticien qui avance dans cette transition énergétique et qui amenant des solutions décarbonées pour nos clients, on leur amène ce type de solution dans un tiers investissement, c'est important. Et donc, du coup, dans les enjeux que vous évoquiez en introduction de maîtrise sur le long terme de leur prix d'approvisionnement de l'énergie, sur des contrats de 20, 25, 30 ans, on les accompagne sur ces sujets-là. Très clair. Donc vous êtes vraiment un fournisseur de services avec des prestations packagées. D'ailleurs, vous aurez l'occasion d'y revenir juste après. Tout à fait. Très clair. Je me retourne vers vous, David. Donc on a eu une première vision d'ensemble finalement sur des cas d'usage, des business models différents sur l'autoproduction. Vous avez travaillé dans votre étude justement un petit peu sur la maturité des types d'autoproduction selon les secteurs, les tailles d'entreprise, et potentiellement un peu les types d'industrie. Voilà, est-ce que vous voulez partager quelques conclusions sur ce point-là? Oui, bien sûr. Alors, vous m'entendez? Oui. Alors, effectivement, quand on se penche sur les données, on se rend compte que l'autoproduction, elle revêt des réalités qui sont très différentes sur le terrain. D'abord, il faut rappeler qu'aujourd'hui, 80% de l'autoproduction d'électricité dans l'industrie, elle émane encore de sources thermiques, c'est-à-dire la chaleur fatale. J'ai vu le terme passer dans l'introduction. La chaleur fatale qui émane des procédés industriels. C'est clairement le mode d'autoproduction le plus mature aujourd'hui, mais il n'est pas à la portée de toutes les entreprises et de tous les secteurs. Il est surtout observé à ce jour dans les entreprises à partir d'une certaine taille, de type grande PME, ETI, et dans certains secteurs industriels en particulier. Je pense à l'agroalimentaire, à la chimie et au papier carton également. Pourquoi c'est si niché finalement? Alors d'une part, parce que c'est un mode d'autoproduction d'énergie qui dépend intrinsèquement des procédés industriels. Donc ces procédés doivent dégager de la chaleur en quantité suffisante pour la valoriser. Et d'autre part, parce qu'il nécessite une certaine ingénierie et aussi l'installation
d'équipements plus ou moins coûteux. Je pense par exemple à des pompes à chaleur. Et à ce titre, il y a des fonds publics qui sont dédiés pour accompagner les entreprises. Et je pense au fonds chaleur de l'ADEME. À l'inverse, ce qui est intéressant de noter avec l'autoproduction sur base photovoltaïque, c'est que finalement, c'est à la portée de toutes les entreprises. Et finalement, le panel d'aujourd'hui le montre plutôt bien. Nous, à la Fabrique de l'Industrie, nous avons produit une enquête de terrain l'an passé avec le cabinet KPMG qui montrait qu'aujourd'hui, 75% des grandes entreprises françaises prévoyaient effectivement un projet d'autoproduction d'énergie dans les prochaines années. Donc à croiser peut-être avec l'étude de Wavestone. Et je pense notamment au groupe Safran, qui est actuellement en train de construire la plus grande centrale d'autoproduction d'électricité sur son site industriel à Corbeil en Essonne. Mais à l'inverse, les PME et les ETI ne sont pas en reste pour autant. Aujourd'hui, si on regarde les données, 80% de l'autoproduction d'électricité dans l'industrie est le fait d'un site industriel de moins de 250 salariés. Donc on assiste effectivement à une certaine démocratisation du photovoltaïque dans les entreprises et c'est clairement une bonne chose, une bonne nouvelle pour l'environnement. Très clair, merci beaucoup. Et donc, je me retourne vers vous, Emmanuel. Donc, 80% des projets sont portés par des entreprises, des PME, des entreprises de taille intermédiaire. À la SNCF, qui est un des principaux groupes industriels français, vous portez vos propres projets. Est-ce que vous avez des premiers... on comprend que les projets sont encore naissants, enfin sont au début. Est-ce que vous avez tout de même quelques premiers enseignements et quelques peut-être bonnes pratiques ou des écueils déjà constatés et à éviter pour peut-être conseiller vos pairs sur ce lancement-là? Alors, j'aurais jamais la prétention de dire que j'ai des bonnes pratiques, parce que, vous comprenez, nous, on est un bébé, on arrive sur le marché, etc. Et puis, l'idée, c'est vraiment qu'on joue dans notre cours, quoi. L'idée, c'est pas d'aller concurrencer des Total ou des acteurs, etc. Mais je peux vous dire un peu comment on a fait. En fait, avant de décider de créer SNCF Renouvelable, on a bossé pendant 2 ans. On a créé une sorte de groupe de travail très large, holistique, dans lequel on a mis tous les domaines qui nous semblaient intéressants à étudier. On a mis du juriste, du financier, du technicien, etc. Et on a essayé d'analyser toute la chaîne de valeur du photovoltaïque en se disant on peut rester tout en bas, on loue des terrains, et puis voilà, ou on peut aller tout en haut et on est un acteur intégré. Et on a étudié à chaque fois tout ça, les modèles économiques qui vont avec, on a fait un point de la techno, etc. Et c'est comme ça qu'on a décidé qu'on allait mettre le curseur tout en haut. Aujourd'hui, on se donne les moyens d'être un acteur intégré sur toute la chaîne de valeur. Puis après, on mettra le curseur où on veut en fonction des projets, de la pertinence économique, technique, etc. Donc pour moi, aujourd'hui, la bonne pratique, il n'y en a pas fait spécifiquement. Je pense que c'est une évidence que si vous pouvez vous déconnecter du réseau, produire une partie de vos besoins ou créer des revenus supplémentaires qui vont venir s'ajouter à vos revenus, il faut y aller, quoi. Et après, il faut l'adapter à l'échelle de chaque entreprise. Il y a un super exemple là, où ils ont fait un premier essai, ils se sont un peu plantés. Maintenant, c'est bingo, et puis je pense que vous allez en faire plein d'autres. Donc, c'est à chaque situation, il faut adapter le truc. La bonne pratique, c'est, je pense, de regarder localement ce qui est intéressant. Et puis, comme je le disais, pour nous, mais je pense que ça peut valoir pour tout le monde, jusqu'où je veux aller. Est-ce que je veux mettre le curseur tout en haut, en bas? Si on a les CAPEX, on fait tout soi-même. Si on n'a pas les moyens d'investir, on fait appel à Total Energy ou à un autre. Le point qui nous a paru le plus compliqué pour nous, parce qu'on a été forcément hyper démarché par plein d'entreprises qui voulaient s'associer avec nous, faire des partenariats, etc., c'est trouver la ligne de partage de la valeur, quoi. Elle est un peu... nous, notre impression, mais peut-être que, encore une fois, on découvre le sujet, on a l'impression qu'il n'y a pas quand même énormément de valeur à partager quand on est un gros consommateur d'énergie, etc., comme nous. Et donc, pour le moment, on n'a pas trouvé la place d'un partenaire. Clairement, on se dit, il y a des partenaires qui veulent nous faire du CAPEX, de la techno, etc. Nous, pour le moment, on a du mal à voir comment on peut trouver de la place pour quelqu'un d'autre, vu qu'on a l'impression qu'on ne va pas gagner énormément. Enfin, comme dit mon directeur financier, c'est un boulot de centimier, quoi. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, la bonne pratique, c'est au cas par cas, et c'est de trouver la ligne de partage de la valeur si on veut s'associer avec quelqu'un. Voilà.
Merci Emmanuel. Et du coup, vous nous l'avez rappelé, hein, Eric, vous avez un projet successful d'autoproduction. Est-ce que vous sauriez nous partager quelques facteurs clés de succès, enseignements, recommandations pour les entreprises de taille plus petite que la SNCF qui veulent se lancer dans ces projets-là? Oui, enfin, côté PME, oui, effectivement. Alors moi, la première recommandation que je donnerais, c'est de bien s'entourer. Il faut trouver un bureau d'études, un sachant, enfin, dans le cas où on porte l'investissement, hein, s'il y a un tiers investisseur, je suis l'initiative d'un autre projet où on le fait en tiers investisseur, c'est un peu différent. Mais si on porte le projet, il faut vraiment avoir un bon BE qui nous accompagne, mais de bout en bout, sur les aspects techniques, sur la validation au niveau des structures du bâtiment, l'installation, mais aussi sur tout ce qui est procédure au niveau du raccordement à la fin de l'installation. Ça, c'est vraiment important parce qu'au niveau des PME, on n'a pas les structures des gros et là, il faut se faire accompagner et il faut vraiment des gens compétents là-dedans. Moyennant quoi, sincèrement, j'ai envie de dire, c'est facile, quoi. Il faut vraiment démystifier ce type de projet. C'est ultra facile, hein. Pour des PME, moi, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit avant, hein. C'est applicable à tout le monde. Donc, moi, en expérience, j'ai Lofoten. Derrière, j'étais à l'initiative de 2 autres projets. Un projet beaucoup plus important qui est en gros 10 fois Lofoten sur 10 000 m² de toiture pour une coopérative, hein. On est dans un écosystème où on a une coopérative artisanale. Et là, par contre, on n'a pas du tout la synchronisation avec une grosse consommation, donc on est en revente totale. Et donc là, on est sur un modèle où on est en pseudo-tiers investisseur, c'est-à-dire qu'on s'associe avec un sachant, on monte une société de co-investissement. Et donc, on est sur un système mixte, c'est-à-dire qu'on ne lâche pas complètement notre installation, on en reste propriétaire à 50%. Et ça, donc ça, c'est en cours, hein. On est en train. Alors là, comme on dépasse une certaine taille, les procédures sont plus compliquées, il faut participer à des creux, il faut aller à un appel d'offres, ce qu'on n'avait pas avant sur des petites centrales. Et la dernière expérience, c'est sur un village d'entreprise où là, la problématique est différente. Donc, il y a 10 cellules, c'est 10 cellules artisanales avec une copropriété. Et l'idée, c'était quand même de faire un projet photovoltaïque dessus. Donc, en théorie, on est sur un village d'entreprise à énergie positive parce que la production va excéder la consommation à l'intérieur des cellules. Par contre, on est sur une problématique particulière, c'est que l'autoconsommation n'est pas possible parce que c'est complètement éclaté entre 10 copropriétaires, donc ce n'est pas gérable. Donc à ce moment-là, là, on est aussi passé sur un tiers investisseur, mais complet. Et c'est la copropriété qui, in fine, donc avec un bail amphithéotique sur une vingtaine d'années, et puis, in fine, la copropriété récupérera sa centrale photovoltaïque et fera ces 20 dernières années, si on est sur une idée d'une durabilité de l'ordre de 40 ans, avec un revenu dans la copro. Voilà. Donc, on voit qu'il y a plein de possibilités sur des petites structures. Mais encore une fois, il n'y a rien de compliqué. Mais vraiment, il n'y a rien de compliqué. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste en photovoltaïque, hein. Alors, j'ai appris en marchant, hein. Mais c'est ultra simple et en plus, c'est hyper satisfaisant parce que... Voilà. Je pense que vous avez quand même acquis quelques compétences au fil des années. Du coup, Emmanuel, vous nous parliez de lignes de partage de la valeur. Vous nous avez parlé d'être accompagné, Eric. Thierry, je me tourne vers vous. Quelle est la plus-value du coup d'un énergéticien dans ce type de projet en tant que tiers? C'est un petit peu la synthèse de ce qui vient d'être partagé. En 5 points, je dirais 1, l'expertise, j'y reviendrai, la proximité, l'excellence opérationnelle, les services et la longévité. Alors, expertise, si on zoome sur la France, en France, on a plus de 600 assets en énergie renouvelable qui vont de moins d'1 mégawatt à plus de 20 mégawatts. Donc, on a la complexité des cas, le cas qui était évoqué, ou ici, différentes approches, mais ce sont des choses forcément qu'on assimile. L'autre élément, c'est la proximité. Aujourd'hui, en France, on a plus de 600 collaborateurs répartis sur 20 agences qui travaillent sur ces sujets. Et il y a ici Samy Engelstein, qui est le patron de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes basée à la Tour de Salvani, avec près de 100 mégawatts déjà en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc cette proximité, justement, elle est importante pour bien comprendre les projets. L'autre élément, c'est l'excellence opérationnelle. Vous le disiez, c'est simple.
Mais quand on va intervenir sur des sites pour de l'autoproduction, on n'arrête pas les sites. Donc, on va être dans des coactivités. Ce sont des projets qui peuvent prendre, je reviendrai tout à l'heure, 3 ans à être construits quand on est sur des gros projets. Et donc là, notre culture d'industriel nous permet d'apporter un package sur les travaux et maîtriser ça avec, en toute sécurité, ce qui est une valeur fondamentale. Les services, on parle de panneaux d'autoconsommation, mais en fonction des designs, il peut y avoir des enjeux, notamment par rapport au profil, de coupler avec des packs batteries pour à un moment donné stocker, différer la consommation, faire l'injection, ou alors, même si je vais au bout, en profiter pour recharger un parc de véhicules qu'on pourrait passer à l'électrique. Donc, on va pouvoir apporter de la valeur ajoutée dans le projet de base de l'installation. Et puis, il y a un élément aussi qui est important. Je disais tout à l'heure, on est sur des projets d'investissement à 20, 25 ans, 30 ans pour sécuriser un prix de l'énergie et une consommation d'énergie. C'est donc important d'assurer cette longévité. Le 28 mars dernier, on vient de fêter nos 100 ans. Bon, allez, on fait le pari que dans 25 ans, on sera là pour accompagner l'exploitation efficace de ces installations et accompagner nos clients dans ces projets-là. Merci Thierry. Alors, Emmanuel, je me retourne à nouveau vers vous. Vous, devenir autoproducteur, c'est une nouvelle pratique pour la SNCF, c'est une nouvelle activité de production d'électricité. Comment est-ce que ces pratiques se sont insérées au sein de votre groupe ? Et notamment, est-ce qu'il y a une logique de centralisation, au contraire de décentralisation et de proximité avec les territoires ? Parce que vous avez parlé de votre foncier. Alors, juste pour la petite histoire, on était déjà producteur d'énergie, puisque à l'époque, il y avait une entreprise qui s'appelait la CHEM, la Société hydroélectrique du Midi, qui avait des barrages. Et donc, la SNCF exploitait des barrages et lâchait de l'eau et produisait de l'électricité sur les heures de pointe, etc. Donc, c'était que du bonheur, mais on a vendu la CHEM. Voilà. Donc, en fait, l'histoire, c'est un recommencement, on recommence, mais différemment. Juste pour revenir sur un point, c'est vraiment, que je n'ai pas dit, le point qui est délicat pour nous, en fait, c'est pas tellement de construire des centrales, hein, c'est pas une centrale nucléaire, hein, c'est hyper simple, c'est de trouver le meilleur débouché à l'électricité que vous produisez, en fait. Est-ce que je la stocke, est-ce que je la vends, est-ce que je l'utilise moi-même, etc. quoi. Bon, ça c'est le point sur lequel il faut vraiment se gratter la tête, à mon avis. Je ne l'ai pas dit, mais je voulais le dire maintenant. Donc maintenant, pour essayer de répondre à la question, pour nous, l'enjeu, il est complètement décentralisé. C'est-à-dire que la SNCF, c'est un siège à Saint-Denis, près de Paris, mais on s'en fiche, en fait. Le projet, il se fait en local, à proximité, dans un écosystème local, alors près de nos voies, près de nos gares, près de nos technicentres, sur nos parkings, etc. Et comme je le disais, donc on a besoin de comprendre ce qui se passe en local à plein de niveaux. Nos centrales, elles vont faire au minimum 5 à 10 mégawatts. On sait qu'on est parti pour 3, 4, 5 ans de procédures diverses et variées. Tout se décide au niveau local. Les PLU, les études de biodiversité, enfin tout se fait au niveau local. Donc c'est forcément hyper décentralisé. Et comme je le disais, nous, ce qui apparaît aussi pour nous, c'est que la production du photovoltaïque, elle ne matche pas avec nos besoins, en fait. Nous, on consomme le matin entre 6h et 9h et le soir entre 17h et 20h. Le photovoltaïque, il produit à fond à midi. À midi, nous, on va manger, on ne travaille pas. Donc, on produit l'électricité dont on n'a pas forcément besoin. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir comment, soit on la stocke, soit on charge des véhicules, ou alors comment on la propose à d'autres. Aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est soit d'autoconsommer, soit de faire ce que j'appelle des PPA avec nous-mêmes, avec les entités du groupe qui ont envie de prendre l'électricité des SNCF renouvelables. On sait qu'on ne va pas tout vendre en interne. Donc, c'est aussi de la proposer à l'écosystème local, je sais pas, la mairie du coin, la piscine du coin, le petit industriel du coin, et de lui proposer l'électricité qu'on produit. Donc, c'est à chaque fois un petit business local qu'on monte. À chaque fois, on va monter une société de projet. Et son job, la société de projet, c'est d'optimiser l'ensemble de la valeur qu'elle crée, de la construction à la revente de l'électricité. Et si possible, ça c'est une demande de Jean-Pierre Farandou, c'est vraiment de créer de la valeur localement. On vend l'électricité localement, on fait bosser des boîtes locales, on s'inscrit dans le contexte local, etc. C'est dans les 4 piliers de la SNCF, il y a les territoires, c'est celui sur lequel je me fais taper dessus régulièrement par Jean-Pierre Farandou. Voilà. Du coup, dans ce que vous dites, Emmanuel, il y a un concept, c'est celui d'écosystème et de territoire que vous avez commencé à évoquer. Je pense qu'on va essayer de s'y intéresser aussi sur la fin de cette table ronde.
Et avant ça, ou en même temps que ça, on va voir. Thierry, côté Total Energy, donc Emmanuel a commencé, enfin, effectivement expliqué qu'un des sujets, c'est de définir finalement le modèle d'affaires, le business model de l'énergie que je produis, qu'est-ce que j'en fais? Je la vends, je la utilise, je la stocke, etc. Dans votre logique de prestation packagée, est-ce que vous avez un exemple de projet peut-être à nous détailler avec cette approche-là? Oui, alors on va continuer à zoomer là pour venir véritablement en local, pas très loin d'ici, à Bourg-en-Bresse, avec Renault Trucks, qui est un partenaire historique de Total Energy. Renault Trucks, qui est aujourd'hui leader du camion électrique, est un fleuron de l'industrie française, a souhaité aller finalement de ces véhicules et également sur sa politique de transition énergétique, décarbonation, jusqu'à justement cette consommation d'électricité. Et donc, on a travaillé ensemble avec Renault Trucks dans ce partenariat pour, sur leur site de Bourg-en-Bresse, concevoir précisément une centrale photovoltaïque importante, puisque sur 17 hectares, 23 MW CREC, et dont 20% de ce parc, 4 MW CREC, qui vont être véritablement là en autoconsommation ou autoproduction, ce qui représente à peu près 30% aujourd'hui de leur consommation électrique. Et donc, véritablement, il y a eu, et vous l'évoquez, il y a le bénéfice immédiat sur un site, mais également la résurgence locale. Et typiquement, si vous prenez Bourg-en-Bresse, finalement, ça représente un peu plus de 40% de la consommation électrique de Bourg-en-Bresse. Donc, on voit tout de suite aussi l'impact sur un territoire d'une telle démarche. Alors, pour l'accompagner, effectivement, il a fallu, c'est 4 ans de travail ensemble pour justement appréhender, concevoir. Vous parliez des délais d'instruction, de permitting, vous parliez de la creux prix de rachat. Donc, c'est toute cette démarche-là. Et puis également, concevoir, on va délivrer d'ici 2026. Donc, c'est 2-3 ans de construction maintenant, phasé, puisque, je disais tout à l'heure, il y a de la coactivité, ils n'arrêtent pas. Ils ont, je crois, plus de 1400 ou autour de 1400 poids lourds sur le site. Ils ont les collaborateurs qui viennent, donc c'est 1400 véhicules à peu près également. Et donc, c'est 6 phases de travaux, 12 zones, et progressivement, on va déplacer, neutraliser des places, faire de la cinétique pour travailler en toute sécurité et pouvoir délivrer ce projet. Et donc, c'est l'accompagnement packagé que l'on fait avec eux et qui permet finalement au client de dérouler son ambition de transition énergétique, ambition climat, à la fois sur ses produits, sur ses services et dans son territoire d'implantation. Voilà, c'est l'approche que l'on a, je vous ai expliqué. Et là, concrètement, en Auvergne-Rhône-Alpes, donc pas très loin d'ici, avec un fleuron de l'industrie française. C'est du concret. Très clair. Et je reviens vers vous, du coup, je reviens sur un sujet que vous avez commencé à évoquer, Eric, c'est les autres projets que vous menez, alors cette fois, pas seul, mais en groupe, avec des partenaires sur le village d'artisans et la coopérative. Là-dessus, finalement, qu'est-ce que ça vous apporte comme bénéfice, comme difficulté aussi? C'est quoi votre approche pour mener ces projets, sachant que tout seul, c'est peut-être plus facile? C'est quoi votre approche? Qu'est-ce que ça vous apporte aussi? Alors, on va être bassement matériel. Le premier rapport, il est financier. Donc, quand on parle de tiers investisseur, c'est ou une rente ou une soulte en capital. Donc, dans les deux cas, dans le projet de la coopérative, c'est un très gros investissement pour faire un nouveau bâtiment on a 25 000 mètres de bâtiment. Et, à notre échelle, c'est des gros projets. Et du coup, ça nous fait un apport financier qui participe au budget. Et dans le village, c'est pareil. C'est aussi un apport financier qui a permis d'équilibrer, entre guillemets, mais qui a participé à l'équilibre de l'opération. Donc ça, c'est évidemment le premier argument matériel. Après, oui, bien sûr qu'il y a une démarche. On s'inscrit quand même dans une démarche écologique, évidemment. Mais au niveau d'une PME, je pense que c'est important de rappeler des enjeux qui sont des enjeux matériels. Il faut que les projets soient profitables pour l'entreprise. Et je pense que c'est un vrai vecteur pour développer ces énergies dans de bonnes conditions.
Et sur tous ces projets, nous, on a eu forcément, on communique avec les collectivités, les communautés de communes. Et souvent, la question, c'est mais est-ce que ça n'a pas été une contrainte? Comment vous avez vécu ça, etc. Mon discours, c'est l'inverse. C'est de dire si le projet il est bien cadré, s'il est bien monté, c'est des projets profitables, encore une fois. Et quelque part, pour une PME, c'est juste un argument fondamental. Hein. Et sur cette logique d'écosystème, justement, on va commencer à y revenir. Parce que finalement, ce que vous avez créé avec ce village d'entreprise ou cette coopérative, c'est un petit écosystème. Et La coopérative, comment vous oui. appuyez sur les autres, sur les collectivités locales? Est-ce que finalement c'est plus un frein ou c'est plus des opportunités? Ah non, alors, y a pas aucun frein, au contraire, c'est que quand on rentre sur des projets, et puis, bon, moi je me suis investi dedans, mais derrière, c'est facile d'essaimer. Donc, typiquement, la coopérative, aujourd'hui, on est 300 adhérents, filière bois, on a quelques plombiers, c'est des artisans, des petites PME. Vous imaginez bien que derrière, l'idée, elle fait son chemin. Donc, voilà, à notre toute petite échelle, le truc, il est en train de progresser. Mais encore une fois, dans du pragmatique, moi, je défends un peu ces démarches qui sont... parce que les artisans, les entrepreneurs, ce qu'ils veulent, c'est des approches très pragmatiques. Et il faut démystifier les choses. Donc moi, mon message, c'est de dire, bien entouré, si on prend un tout petit peu de temps pour comprendre la problématique, franchement, c'est pas compliqué. C'est réalisable, quoi. Plus que réalisable, c'est pas Très compliqué, vraiment. Très clair, très clair. Et peut-être pour conclure, du coup, avec une dernière question, pour vous, David, sur cette logique toujours d'écosystème qui nous tient un peu à cœur, là. Est-ce que... c'est quoi votre conviction à la Fabrique de l'Industrie sur l'apport de l'autoproduction, justement, dans ces écosystèmes, dans ces territoires? En quoi comment ça s'insère dans ces territoires? Qu'est-ce que ça apporte? Comment ça les transforme? Oui, alors en effet, c'est pertinent de voir l'autoproduction dans une logique plus globale qui est celle de l'écosystème, où en fait les bienfaits de cette pratique ils vont dépasser les seuls intérêts des industriels. Et en réalité, là, je vais simplement me poser, pour boucler la boucle de tous les exemples qui viennent d'être énoncés, du côté de la production d'électricité renouvelable. Il faut rappeler que les besoins électriques de notre pays sont appelés à croître de façon très forte à horizon 2050, puisqu'on va vers une électrification de tous nos usages. Du coup, le fait pour une entreprise d'assumer une partie de son approvisionnement électrique, c'est en quelque sorte une façon de soulager le marché et aussi de soulager les producteurs industriels d'électricité. Et je rajoute, si je tire le trait, et je trouve d'ailleurs que ce n'est pas suffisamment dit dans le débat en général, hein, c'est que le fait de mettre à disposition son emprise foncière, comme le fait la SNCF, le fait de mettre à disposition ses bâtiments, ses parkings, etc., c'est une bonne pratique dans un contexte de raréfaction des ressources foncières. On parle beaucoup d'aller vers le zéro artificialisation nette à horizon 2050. Donc voilà, c'est une bonne pratique. Du côté de la valorisation de la chaleur fatale, c'est bien une opportunité pour l'industriel, mais c'est aussi une opportunité pour la collectivité. À travers la France, il y a de nombreux industriels qui valorisent, qui injectent tout ou partie de leur chaleur fatale dans le réseau de chaleur urbain, ce qui permet de décarboner le chauffage des infrastructures publiques, on parlait des piscines, mais aussi en partie des logements. Donc là aussi, on est sur un procédé qui est vertueux. Et pour vous donner simplement un exemple, le groupe automobile Stellantis injecte une partie de ses gaz de sa chaleur dans le réseau de chaleur urbain de la ville de Charleville-Mézières. Et c'est typiquement ce que l'ADEME va appeler un projet d'écologie territoriale et industrielle. Et si je me permets juste un dernier propos, je ne sais pas si j'ai le temps, mais l'autoproduction d'énergie, elle se place dans un écosystème territorial, on l'a bien vu ce matin,
mais elle se place aussi dans un écosystème économique. Et aujourd'hui, c'est toute une filière, toute une chaîne de valeur de l'autoproduction d'énergie qui se structure, qui est en grande partie d'ailleurs présente ce matin, avec des prestataires de génie climatique, des entreprises d'ingénierie, puisqu'il y a besoin d'ingénierie, jusqu'au, dans l'aval, les services d'installation, d'équipements, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, et des exploitants de parcs solaires pour compte de tiers. Donc c'est toute une filière qui est présente aujourd'hui. Je pense une bonne partie à des stands présents, donc n'hésitez pas à les visiter. Voilà. Très bien. Bah, merci David, la transition est bonne. On arrive au bout du timing. Je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de prendre des questions du public, mais je vous invite peut-être à aller croiser nos intervenants à l'espace café juste après, à aller les embêter avant la prochaine table ronde, la plénière. À 10h30, il y a la conférence plénière dans la grande salle, donc je vous invite à y aller. Est-ce que l'un de vous veut dire quelques mots pour conclure? Thierry, à vous la parole. Moi, je voudrais juste rebondir. Dans cette transition énergétique, il y a quelque chose qui est important. Nous, bien sûr, on adresse beaucoup de grands groupes qui sont partis très tôt dans ces investissements. Vous parliez de Stellantis sur la SNCF, mais moi, s'il y a un message finalement à retenir, c'est ce que vous avez dit, essaimer. Et ce qui fait que le tissu de PME, PMI, ETI, ils se disent « Waouh, mais pourquoi pas moi finalement ?» Et je trouve que votre témoignage au milieu de nous est extrêmement inspirant parce qu'on doit faire, vous l'avez dit, x3 d'ici 2030. Et le tissu économique, ce sont des acteurs comme vous. Et donc d'arriver à dire, ben voilà, on arrive à essaimer, à inspirer, eh ben, on y arrivera. Voilà, donc merci pour votre témoignage. On se quitte sur de l'espoir. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous les quatre pour votre partage d'expertise et votre passion sur ce sujet-là. Et à très bientôt alors.